Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Dans les titres de ce soir, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État et plusieurs décisions ont été prises ainsi que des mesures individuelles. Le point dans ce journal. Démarré ce lundi et déjà des dispositions sont prises par les responsables étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour que l'année académique ne souffre d'aucune perturbation. On en parle dans cette édition. Scandale sanitaire au Brésil. Depuis plusieurs semaines, des traitements contre le Covid-19 contenant de l'hydroxychloroquine auraient été administrés aux patients sans leur consentement. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre attention. Bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État et plusieurs décisions ont été prises comme entre autres l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non en République du Bénin. Plusieurs nominations ont été prononcées, notamment pour le compte de la présidence de la République et des universités du Bénin. Suivons ici un extrait du compte rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Titre des mesures normatives. L'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin. Ainsi, pour compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision, les producteurs et les distributeurs exerçant sur le territoire national disposent d'un délai d'1 an pour la commercialisation de leurs stocks. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'industrie et du commerce, de l'économie puis de la justice prendront les mesures subséquentes en vue de l'application effective de cette réglementation. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination de son conseil artistique. Au chapitre des communications, en un, l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en face sud-est du marché de Wando en construction à Porto Novo. En deux, la mission d'étude et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Kadjemoun et la localité d'Adunko. Ces études intègrent 2 grandes sections des travaux à réaliser et couvrent un linéaire d'environ 13 km. Plusieurs interventions sont prévues au nombre desquelles l'aménagement d'une piste cyclable, d'une promenade piétonne et des points kilométriques, incluant des kiosques et des toilettes publiques. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration au Bénin, le 16 octobre 2021, de la 41e Journée mondiale de l'alimentation et de la 25e édition du Téléfood, puis la participation du Bénin à la réunion extraordinaire des ministres de la sécurité des pays de l'initiative d'Accra, qui aura lieu dans cette même ville au Ghana du 13 au 15 octobre 2021, et à la 5e édition de la Semaine africaine de la microfinance, qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2021 à Kigali, au Rwanda. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur des systèmes d'information, M. Paterne Soumaho. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'université d'Abomey-Calavi, recteur, M. Félicien Avlessi. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Patrick D.Y. Huessou. Vice-recteur chargé de la recherche, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Karine M.N. Kelome. À l'université de Parakou, recteur, M. Bertrand Sogbosi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Salakor Alessandre Alodé. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Mohamed Nasser Bako. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Obbo Yvette Onibon Doubogan, à l'Université nationale d'agriculture. Recteur, M. Bruno Djossa. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Florent Okri. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire,
M. Pascal Apoin Olonlade, vice-recteur chargé de la coopération, Mme Carole Avossevou. Le professeur Félicien Avlessi est le nouveau recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous l'avez suivi dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Nous l'avons joint au téléphone pour recueillir ses premières impressions. Suivez plutôt. Pour moi, c'est un sentiment de fierté parce que le chemin parcouru est long. Vous voyez. Et nous sommes en face d'une structure qui a fêté ses 50 années d'existence en 2020. Et la gestion a été par les structures parce que l'eau qui coule en 36 mois. Donc, on n'a pas de temps à perdre. On va se mettre au travail. Et surtout que chaque membre de l'équipe est venu avec son projet de développement de l'université. Donc, quand on va se réunir la semaine prochaine, on essaiera d'harmoniser les points de vue, ce qu'il faut compléter, tracer alors une feuille de route et se mettre au travail. Surtout que nous commençons maintenant notre mandat avec les réformes qui sont en cours dans le secteur de l'éducation. Restons à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous le savez, l'année académique 2021-2022 a officiellement démarré ce lundi. Pour qu'elle soit apaisée, les responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont déjà mené un certain nombre de démarches. Cependant, ils ont encore une série de doléances pour garantir aux étudiants la quiétude tout au long de cette année nouvelle. Quelques responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, nous en parlent au micro de Clémence Tonoucoin. Nous avons déjà repéré les petites sources de tension qui pourraient exister. Donc on a déjà commencé les réflexions en ce sens que déjà les ratés que nous avons observés au cours de cette année, notamment au niveau de la DBAU, concernant les bourses et aides universitaires, que ces retards-là ne puissent plus s'opérer. Les cabines vont débuter, c'est-à-dire les résidences universitaires. Nous avons été discuter avec Madame la directrice du COSAC pour voir les procédures qu'on pourrait utiliser afin que les camarades étudiants puissent faire cette demande-là et le faire bien sûr à bonne date et surtout dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, la note vient de descendre, on va faire le dépôt en présentiel. Et donc comme la plateforme n'est pas encore totalement disponible, nous avons souhaité d'abord que cela puisse être en présentiel. Cette année, nous avons pu obtenir le réfectionnement, je vais dire, de 3 bâtiments, à savoir le bâtiment D-BID, C-BID et F-BID, qui prochainement qui seront bien sûr habités par les camarades étudiants après la phase de dépôt qui va commencer le lundi 18 prochain. Et par rapport au volet du transport universitaire, nous avons des problèmes de bus à l'université depuis plusieurs années. Et nous demandons chaque fois aux autorités de pouvoir faire preuve de bonne foi en mettant à notre disposition de nouveaux bus afin de faciliter le transport. Donc s'il y a de nouveaux bus pour faciliter le transport, les étudiants seront très heureux. Si la qualité des mets qui sont servis au restaurant universitaire sont encore plus améliorées et qu'il y a une variation de ces mets, les étudiants seront encore plus satisfaits. S'il y a un nombre important de places au niveau des résidences universitaires pour héberger les étudiants et les problèmes d'électricité, les problèmes de manque d'eau sont revus, les étudiants seront réellement heureux et vont s'assurer d'une année universitaire apaisée. Et si réellement ces services que rendent le cours AC ne sont pas confiés au privé pour qu'on prétende améliorer ces services pour que les étudiants supportent des cours supplémentaires, les étudiants seront heureux. Nous serons heureux si les problèmes d'omission de notes après affichage des résultats sont revus. Nous serons également heureux si après les compositions, les résultats sortent aussi vite et que nous ne payons plus des faux frais à l'université. Je crois bien que les étudiants seront heureux et vont s'assurer d'une année universitaire apaisée. Parlons climat à présent. Le nouveau rapport des experts climat de l'ONU-GIEC dévoilé en août dernier montre que le climat change plus vite et plus fort que ce que l'on craignait. Réchauffement climatique, montée des eaux, fonte des glaces, multiplication des épisodes dévastateurs sont entre autres les prévisions climatique annoncé dans le rapport. L'impact bien sûr de ces phénomènes touche surtout l'Afrique. Des précisions avec Karin Atondé, chargé de programme à JVE Bénin, jeune volontaire pour l'environnement. Il était l'invité de Corneille Aïssé sur Matin d'Éden de ce mercredi. Et le dernier rapport du GIEC montre ou dit
que le CO2 a atteint un taux inédit depuis 2 millions d'années. Nous sommes à des records cette année, en réalité. Et depuis 2, 3, 4 années, ça ne cesse d'avancer. La dernière décennie a été la plus chaude. Le CO2 qui est le gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, il n'est pas le seul, source du réchauffement, il n'est pas le seul, il y a le méthane également. Il y a plein de gaz à effet de serre, mais le CO2 est le plus important, le plus connu. Et donc, il est dit que le CO2 a atteint un taux inédit depuis 2 millions d'années. Nous n'avons pas connu ça. La dernière décennie a été la plus chaude depuis 125 000 ans. C'est assez fou. Le niveau de la mer également ne s'est pas élevé aussi rapidement depuis 3000 ans. Donc ça replante le décor et on le constate avec l'érosion côtière qui sévit le long de notre littoral. Également pour les pays qui sont concernés, les pays arctiques, la glace arctique est à son plus bas niveau depuis 1000 ans. Ça veut dire que les glaciers fondent. Là où il y avait la glace pour les populations de manchots, les populations ibériques, etc., leur habitat est en train de fonder et en train de disparaître. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'évolution du niveau de la mer. De la mer, exactement. Tout cela a un lien, bien évidemment. Et selon les chercheurs du GIEC également, ça confirme ce que nous pensions, c'est que les activités humaines sont à la base de tous ces constats-là de changement climatique. Et presque la totalité des gaz à effet de serre sont directement liés aux activités d'extraction, au transport et à l'utilisation des combustibles fossiles ainsi que l'agriculture et l'élevage. Hors du Bénin, à Moscou, la question d'énergie est à l'ordre du jour avec l'ouverture aujourd'hui de la semaine russe de l'énergie. Ce sommet qui est inauguré par Vladimir Poutine doit examiner les perspectives de développement du secteur énergétique mondial. Un événement annuel qui se déroule dans un contexte particulier en raison de fortes hausses des prix de l'énergie. Les précisions avec nos confrères de RT France. La semaine dernière avait lieu à Saint-Pétersbourg le Forum international du gaz. Et toujours dans la même thématique, Moscou accueille du 13 au 15 octobre la semaine russe de l'énergie, une plateforme de discussion qui examine les enjeux et perspectives du secteur énergétique mondial. À cette occasion, Vladimir Poutine va prononcer un discours, mais également participer à la session plénière prévue ce mercredi 13 octobre. Outre le président russe, de nombreux responsables de haut niveau vont également intervenir. Plusieurs ministres font le déplacement, dont le ministre de l'énergie bien sûr, mais aussi des patrons de grandes entreprises du secteur énergétique. Ce cycle de réunions prend une dimension toute particulière cette année, dans un contexte d'explosion des tarifs de l'énergie d'une part, mais aussi avec l'achèvement du chantier du gazoduc Nord Stream 2. Londres veut changer l'accord post-Brexit avec l'Irlande du Nord. Le gouvernement britannique a présenté hier une nouvelle version du protocole avec moins de contrôle douanier, un arbitrage international. Lundi, Dublin avait accusé le Royaume-Uni de vouloir changer les règles du jeu. Les Européens doivent présenter leur solution ce mercredi. Suivez plutôt. Le Brexit, toujours fauteur de troubles dans les relations entre Britanniques et Européens. Outre la pêche, c'est le protocole d'Irlande du Nord qui se trouve au cœur des tensions entre les deux parties. En cause, la volonté de Londres de vouloir renégocier l'accord signé fin 2020. Ce mardi, le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit a présenté un nouveau plan commercial concernant l'accord en question. Objectif, convaincre les Européens de s'asseoir de nouveau à la table des négociations. Le sentiment général au Royaume-Uni est que l'UE a essayé d'utiliser l'Irlande du Nord pour encourager les forces politiques britanniques à inverser le résultat du référendum ou du moins à nous maintenir étroitement alignés sur l'UE. En outre, le protocole représente un moment où l'Union européenne est allée trop loin alors que le Royaume-Uni avait les mains liées pour négocier et ne peut donc raisonnablement pas durer sous sa forme actuelle. Le protocole ne fonctionne pas, il a complètement perdu le consentement dans une communauté d'Irlande du Nord. Il ne fait pas ce pourquoi il a été conçu, protéger l'accord du Vendredi Saint de Belfast. Il fait même le contraire, il doit être modifié. Le protocole d'Irlande du Nord prévoit de laisser son territoire au sein du marché unique européen afin d'éviter le retour d'une frontière physique avec l'Irlande.
Problème, en restant dans le marché unique, des contrôles douaniers devront être obligatoires pour les marchandises transitant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Londres souhaite renégocier l'accord pour faire disparaître ces contrôles douaniers et ainsi commercer plus simplement avec sa province nord-irlandaise. L'UE reste pour le moment inflexible et dès dimanche dernier, les nouvelles exigences des Britanniques ont provoqué la colère du gouvernement irlandais. L'Union européenne s'efforce sérieusement de résoudre les problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du protocole. Le gouvernement britannique crée donc une nouvelle ligne rouge qui empêche tout progrès et sur laquelle il sait que l'Union européenne ne peut rien faire. Sommes-nous surpris ? Véritable question. Le gouvernement britannique souhaite-t-il réellement que l'on s'entende sur la manière d'aller de l'avant ou souhaite-t-il une nouvelle rupture des relations ? Ce mardi, David Frost a une nouvelle fois averti l'Union européenne que le Royaume-Uni pourrait se retirer de sa mission de surveillance du protocole d'Irlande du Nord en cas de non-renégociation. Cette action pourrait entraîner le retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, de quoi potentiellement menacer la paix trouvée il y a 23 ans entre Belfast et Dublin. Au Chili, l'état d'exception a été décrété la nuit dernière par le président Sebastián Piñera. Des militaires ont été déployés dans 2 régions du sud du pays. Une réponse au conflit avec les autochtones depuis des années. Ils revendiquent la restitution de leurs terres ancestrales. Un état d'exception assorti d'un déploiement militaire. C'est la décision prise ce mardi par le gouvernement chilien pour tenter de régler le conflit avec le peuple des Indiens Mapuche, qui revendique son autodétermination et la restitution de ses terres ancestrales. Un dispositif militaire répressif décrété pour 15 jours est mis en place dans 4 provinces des régions de Biobío et de l'Araucanie. Il n'y a pas de décision facile. Cet état d'urgence constitutionnel, c'est pour mieux affronter avec de meilleurs outils le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé qui ont pris racine dans ces provinces et territoires. Peuple autochtone représentant 12% de la population chilienne, les Mapuches sont surtout présents dans le sud du pays. Depuis plus de 10 ans, ils réclament la restitution de leurs terres ancestrales, appartenant aujourd'hui à des propriétaires terriens ou des entreprises forestières. Un conflit politique et sociétal qui a engendré une escalade de violence ces dernières années. Lors d'une marche pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples à Santiago le 10 octobre dernier, de violents affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, faisant 1 mort et 17 blessés. D'après le leader des Mapuches, si le conflit n'a jamais trouvé d'issue favorable, cet état d'exception pourrait bien empirer la situation. Nous sommes venus ici pour envoyer un message au président afin qu'il reconsidère le décret qui instaurera l'état d'urgence dans la zone sud. Parce que si c'est le cas, cela nous mènera à une impasse, car ni les militaires ni les policiers, où que ce soit dans le monde, n'ont établi la paix. Porque los militares ni la policía en ninguna parte del mundo han establecido la paz. L'annonce de cet état d'urgence intervient le jour même du Columbus Day, censé commémorer la découverte du Nouveau Monde par le navigateur Christophe Colomb en 1492, un jour désormais choisi par plusieurs pays d'Amérique latine pour célébrer la bataille livrée par les peuples autochtones contre les envahisseurs européens. Au Brésil, depuis plusieurs semaines, un scandale sanitaire secoue le pays. Des traitements contre le Covid-19 contenant de l'hydroxychloroquine auraient été administrés aux patients sans leur consentement. Suivez. Priven Senior, c'est le nom d'un groupe hospitalier privé de Sao Paulo et celui d'une affaire qui fait les choux gras de la presse brésilienne ces dernières semaines. À partir d'un rapport du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire, la chaîne Globo News a révélé des agissements à l'éthique médicale plus que douteuse. Dans ce dossier de plusieurs milliers de pages, certains passages attirent l'attention. Des médecins du groupe hospitalier affirment avoir été contraints d'administrer les médicaments de kit Covid dont le président Bolsonaro dit le plus grand bien à des patients sans leur consentement.
Prevent Senior était sûr qu'il ne serait pas inspecté par le ministère de la Santé ou d'autres organisations rattachées au ministère de la Santé. C'est cette certitude qui les a incités à lancer un protocole expérimental, sachant qu'il ne ferait pas l'objet d'une enquête appropriée de la part du ministère de la Santé. De son côté, Prevent Senior assure qu'il y avait bien un consentement des patients ou de leur famille. Mais des messages privés auxquels Globo News a eu accès affirment le contraire. Par ailleurs, le nombre de personnes décédées du virus dans le cadre de cette expérimentation aurait été minimisé grâce à la modification de certificats de décès. Prevent Senior a caché les décès liés au Covid-19 et c'était intentionnel. Je n'ai jamais rien vu de cette ampleur. Plus de 600 patients sont concernés par ce protocole. Certaines familles de victimes estiment que leurs proches ont été la cible d'un mépris total. Ma mère a été... Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benineden.tv. Bonsoir chez vous.